c'est vraiment faire jaillir sa propre originalité. C'est un art, c'est une danse en fait. Le prof, c'est juste un être humain qui joue son rôle le mieux possible. Repérer toutes les petites violences qu'il y a dans le langage, que ce soit de la manipulation, du jugement, de la volonté de dominer. Essayer de tenir ce que j'appelle un carnet de voyage émotionnel. Travailler sur soi en tant que parent, sur le lâcher-prise et le contrôle. Et là, c'était le but de se focaliser sur qu'est-ce qui s'est passé quand je suis devenue parent. Aller à la rencontre de mon enfant intérieur, c'est-à-dire de la petite fille que j'étais. Et ensuite, laisser aussi la confiance régner que l'enfant il est capable de se comprendre. Des fois, ça vient nous chercher un peu. Tu vois, t'es là, t'es avec tes enfants, il y a des choses qui se passent, on va faire des crêpes ou je sais pas quoi. Tu vois, on sent qu'on marche sur un fil. Un exemple d'une personne qui lui demande rien, qui le juge pas. Je pense aussi que c'est vraiment important que nous, en tant qu'adultes, on donne envie en se montrant aussi soi-même passionné. Moi, je dirais de la capacité à s'émerveiller de chacun. Parce qu'on peut avoir un solide bagage culturel, si on le partage avec personne, ça ne sert à rien. C'est aussi beaucoup basé sur la rencontre et sur les opportunités. Il faut y aller, il faut faire des erreurs, il faut se tromper, il faut regretter, il faut s'endormir en disant que tu as été con, il faut se réveiller en disant je vais être aujourd'hui plus tranquille, etc., etc. Et puis petit à petit, ça se patine, ça s'affine. Évidemment, on a 1000 excuses et ça peut être très compréhensible la façon dont on a accompagné nos enfants d'une certaine manière, mais notre enfant, il a besoin qu'on l'écoute. L'habitude qu'ils ont de formuler les choses, de dire leur ressenti sur des situations fait qu'ils ne somatisent pas, qu'ils n'accumulent pas un stress dans leur corps. C'est faire confiance à l'enfant et puis mettre en place justement un environnement, qu'on dit une nourriture à tous les niveaux, aussi bien intellectuel que spirituel que biologique, pour l'aider à grandir. Toutes les dimensions de l'enfant. La dimension physique, la dimension mentale, la dimension, ce qu'ils appellent vitale, qui concerne les émotions surtout, et la dimension spirituelle. Même dans ce contexte-là, l'expérience du libre progrès a été révolutionnaire. Il n'y avait pas d'examen, par exemple. Donc, quelqu'un qui est passionné d'équitation, par exemple, et va pouvoir valider que l'équitation va compter, va être créditée pour obtenir le diplôme final. On tend la main, mais on ne la saisit pas pour forcer la personne à nous rejoindre. Et les parents, ils sont toujours habillés en survêtement, ils sont très cool, ils ne s'énervent jamais, ils font partie. Mais dès qu'un enfant a une contre-performance, tout de suite, on va être à son chevet, et le psy, et le machin, l'ortho, et le machin, je ne sais pas quoi, qui va faire que l'enfant n'a pas le droit de ne pas performer. Aujourd'hui, en France ou dans un autre pays, si tu veux, occidental, un peu développé, ne pas réussir à l'école, c'est quand même quelque chose qui est violent, tu vois. Tu t'infliges quand même, si tu veux, une espèce de stigmate pendant au moins toute ta scolarité, et tu vas te la traîner peut-être aussi potentiellement sur une bonne partie de ta jeunesse, voire l'âge adulte. En fait, c'était comme si on nous avait ouvert une petite fenêtre et nous avait dit, vous regardez cette direction-là, et surtout, vous ne regardez pas autour. Et en fait, notre fenêtre, elle est entourée de murs, et on voyait presque rien de ce qui existait. Là, on a fait le contraire. C'est l'enfant qui est au centre. Moi, je ne suis pas pour la destruction de l'école. Moi, je suis pour le changement de l'école. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que parents, enseignants, etc. J'entendais les enfants rire autour de la terre et je me disais, voilà, c'est ça que je voudrais. Les premiers espaces où on a pu inventer des contre-sociétés, où il a fallu organiser les choses un petit peu différemment. La première école démocratique en France, c'est 2014. Et ce qui est intéressant, c'est aussi la rapidité avec laquelle, en fait, ce mouvement s'est très vite développé à l'échelle du pays. Et, pour nous, l'école démocratique, c'est ça. C'est une école qui évolue vers cet accès de tous au savoir porteur de la capacité de comprendre et de transformer le monde. Associer les compétences avec un projet éco-citoyen qui soit porteur de sens, qui mette le potentiel des collégiens et des élèves au global en action. Un projet de permaculture dans notre jardin et du coup ils sont amenés à aborder des compétences de biologie, de sciences, de mathématiques, de technologie. Il n'y a pas de cours proposés comme ça sans que personne les demande et les enfants sont vraiment engagés dans une dynamique d'apprentissage autodirigé. C'est eux qui sont le moteur des activités qu'ils réalisent au quotidien, quelles qu'elles soient.
mais aussi un lieu où ils vont avoir la possibilité de faire des expériences. Parfois, on monte aussi des spectacles de théâtre, de danse. Là, il y a une comédie musicale, un spectacle de théâtre qui a été écrit par les ados. Cet enthousiasme qui ont les enseignants pour tout simplement aller tous les jours dans cette école. Nous sommes avant tout des êtres sociaux qui vivons en tribu. Et donc, c'est une aberration aujourd'hui de se dire qu'on peut mener une vie familiale et personnelle, etc., seul. Que ça va du bébé jusqu'aux grands-parents. Le principe de base, c'est de vivre de manière la plus harmonieuse qui soit dans la forêt, tous ensemble, en recréant en fait ce petit esprit de village qu'on retrouve chez les peuples premiers. Des fois, il y a des maternelles, des primaires et des collégiens dans le même atelier, ça peut arriver. On avait installé un campement un peu. Chacun dans le village porte un rôle, donc ça peut être le guérisseur, ça peut être voilà, et il y a un rôle qui est dédié à la surveillance, mais très discrète, des enfants. Des petites chasses au trésor pour motiver les enfants à aller un petit peu plus loin. On part sans objectif, sans suivre un chemin, juste en se fiant à ses intuitions. Poser une semaine de vacances sans ordinateur et sans télé et partir en rando à vélo. Et nous, on y fait aussi des bivouacs. Et ça, c'est un grand plaisir pour les enfants d'aller dormir dans la forêt. On ne va pas dans la nature, on y retourne en fait. Comment ça veut dire? C'est que quand tu vas dans la nature, tu rentres chez toi en fait. Et ce qu'il y a d'extraordinaire à voir, c'est que tous les enfants du monde sont capables de jouer dans la nature, vraiment, et de se régaler de tout ça, quoi. C'est ce lien avec la nature qui est vraiment beau à voir au fur et à mesure des sorties. C'est ça qui fait aussi qu'on prendra peut-être plus soin d'elle plus tard. Tout ce rapport à la nature, il joue, on est certain, sur les différents échanges qu'on a à l'école, sur la dynamique de groupe qui est à l'école, sur quelque part aussi la connaissance de soi. C'est super riche de voir comment son enfant va évoluer dans un groupe. Comme si on prenait de la hauteur, comme si on prenait la vision de l'aigle et essayer de comprendre où on est par rapport au territoire qu'on explore habituellement et que l'on connaît. Et ils apprennent aussi la résilience du coup, parce que une fois que la cabane elle va être détruite par la tempête du lendemain, ils vont devoir s'y remettre et dire bon bah tant pis, on va la reconstruire. Moi, je n'ai pas l'expérience des portes qui claquent et des hurlements et des jeunes qui s'opposent parce qu'ils n'ont aucune raison de s'opposer. On a tous en tête un adolescent qui, lorsqu'il a envie, lorsqu'il est motivé, lorsqu'il a confiance en lui, peut se lancer dans un apprentissage, dans un projet de façon incroyable, avec une fulgurance de concrétisation incroyable. Ça, ils adorent écouter, poser des questions. C'est vivant, ça résonne profond avec là où ils en sont, je pense, les adolescents. Aujourd'hui, ça ne marche pas pour moi les maths, mais ça pourrait marcher si je pratique. Je pourrais y arriver. Je peux arriver à apprendre absolument n'importe quoi. Tu vois ? Ils considèrent qu'on peut apprendre la musique comme on apprend une langue maternelle. Oui, il faudrait avoir des environnements qui permettent aux enfants de se rencontrer, de découvrir l'altérité, de découvrir la vie. Oui, il y a ça, bien sûr. Comment être contre ça? Mais des environnements qui ne reposent ni sur la compétition, ni sur le classement, ni sur la domination adulte. La première chose, c'est de sortir de l'opposition qu'on fait souvent entre l'effort et le plaisir. Voilà, on peut avoir du plaisir dans l'effort. Et je fais souvent la comparaison avec le sport. Ce qui est le plus important, c'est que l'environnement soit riche, que l'enfant puisse avoir à disposition de quoi se renseigner. Il apprend tout le temps et il apprend d'abord et surtout en jouant. Le jeu en lui-même suffit et qui est un carburateur incroyable au niveau de l'enfant pour qu'il puisse inventer et découvrir sa vie. Le jeu libre, le développement des sens, le contact avec la nature. Et il y a plein de parallèles justement entre les différentes approches de pédagogie alternative où il serait vraiment bon de travailler ensemble plutôt que de se dire « Ah, mais c'est différent, on n'est pas du tout à l'aise avec ce principe-là, etc. » Cette grande liberté
qu'on n'appelle même pas pédagogique parce qu'il n'y a pas de pédagogie. C'est tout simplement la vie qui devient pédagogie elle-même. C'est justement, c'est lui qui nous guide, c'est l'enfant qui nous guide, c'est pas nous qui devons décider d'eux, et parce que de toute façon, il résistera, y compris à la pédagogie Montessori. Ils savent déceler où est-ce qu'il y a une curiosité qui a été nourrie, et là c'est super, ils vont continuer à leur poser des questions. On ignore complètement les échecs. On marque avec le clicker uniquement les réussites. Nous, à part un peu encadré, on n'a rien fait. Tout venait d'eux. Et j'ai trouvé ça vraiment génial. Vraiment, vraiment génial. Je pense que le jeu, lui, a notamment comme caractéristique qu'il est un combat symbolique entre des vivants. Il n'y a pas le goût du pouvoir, en fait. Et ça, c'est hyper intéressant. Lorsqu'on a dit le conseil d'école n'est plus obligatoire, eh bien, on a vu le conseil d'école tout simplement déserter. À tel point que aujourd'hui, si on demande qui va être président du conseil, personne ne lève la main. D'ailleurs, dans nos règles de vie, on disait, une des règles, c'était de dire oui le plus souvent possible, sur les adultes et les enfants. Il y a une sorte d'autocontrôle qui se donnent les uns les autres avec beaucoup de bienveillance en plus. Très tôt, il a conscience de beaucoup de choses, il a ses questions, il porte ses questions existentielles en lui. Donc... On peut commencer les ateliers philo en maternelle. Donc, c'est même... c'est très, très nourrissant, c'est très absorbant. Et puis, on peut avancer comme ça dans les niveaux et dans les niveaux d'âge, se retrouver à faire des ateliers philo également au collège. Et qu'ils sachent penser autrement. Qu'ils ont vécu ici, ça leur sert vraiment de ressources, de points de repère. Comment on va être dans cette écoute mutuelle et que je vais le soutenir à ce qu'il garde cette boussole intérieure. Je travaille toujours avec une question qui fait un peu la boussole quand je regarde l'arbre familial, et puis une quête, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux vraiment au fond de moi. Ensuite, là, j'ai repris l'image dont je parlais de la cape de la maternité. Est-ce qu'on peut s'ouvrir à ce que nous sommes pour vrai, puis d'avoir de la vulnérabilité, de l'authenticité, de la bienveillance, de la compassion? De toute façon, la vie est faite de tâtonnements et il n'y a personne qui est capable de tout réussir du premier coup, même les plus doués d'entre nous, ça n'existe pas ça. Quand on travaille sur soi et qu'on s'accepte et qu'on s'aime, il n'y a pas de problème pour nos enfants à être bien dans leur peau. De dire comment je suis fière que tu aies rebondi, que tu aies appris, que tu es en train de créer ton chemin, ta propre voie. D'avoir transmis le comment je pose des questions au monde, comment j'apprends, comment je me lie à tout ça et comment j'amène ce que je suis au monde et comment je m'assieds sur ma chaise à moi dans le monde, ça, il me semble, c'est le rôle du prof. Et ça, ce n'est plus de l'instruction. Pour moi, c'est de la relation humaine. La joie et l'enthousiasme, en fait, il l'a déjà. Donc, je pense qu'on a aussi beaucoup de choses à apprendre des enfants, finalement. Apprendre, c'est ça, c'est vraiment retrouver cet enchantement qu'on a à observer le monde, et être au monde. Et pourquoi ne pas éduquer à garder cette joie, non seulement comme moteur de connaissance, mais comme force de vie, d'exploration de l'existence. Ça crée de la lumière entre nous quand on est en train de rire. Et donc, on peut même être en train de faire un geste comme une corvée qu'on fait dans la maison, plier notre linge ou cuisiner, couper des carottes, et on peut le faire en riant. Et ça va mettre des bonnes énergies à nos carottes. Ha ha ha! Ho ho! Ha ha ha! Ho ho! Ha ha ha! Ho ho! Ha ha ha! Dansez votre joli texte et vos impressions. Vous mettez une petite musique. I like a butterfly in the sky. Gaëtan! Ah, je t'ai pas vu. Gaëtan! Gaëtan! Ça crée une dynamique super positive pour eux, pour le quartier, pour la planète, et ça, c'est formidable. Est-ce que vous êtes prêts à ressentir de la joie?